Salut tout le monde, bienvenue dans ce second épisode du Tour de Table, notre format blabla, détente et potin entre copines. Moi c'est Thomas et aujourd'hui je suis encore une fois accompagné de Amos et Chulking. Bonjour Salut tout le monde. Qui dit Tour de Table dit évidemment un sujet de discussion chacun son tour, coupé par nos fameuses prédictions dignes de Nostradamus. Et aujourd'hui le sommaire est particulièrement alléchant. Chulking nous parlera du statut qu'occupe le manga dans le monde du jeu vidéo, puis je vous parlerai ensuite un petit peu des backlogs, ces fameuses piles de la honte qui gangrènent nos bibliothèques Steam ou Epic Games. Mais avant ça, on va commencer tout de suite par la question actu brûlante. Crimson Desert, sorti il y a une poignée de jours dans les pleurs et les rires, est-il une bonne découverte ou un scam pur et dur? Pour le savoir, on va écouter la rubrique d'Amos. Alors du coup en introduction, je vais faire la marche de la honte parce qu'effectivement dans l'émission présente, pour ceux qui nous ont écoutés, j'avais prédit que Crimson Desert serait un four critique et un flop commercial. Et ben on ne peut plus rater ma prédiction. Donc on commence très très bien les tours de table, mais c'est pas un souci, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc Crimson Desert c'est quoi? Et ben Crimson Desert c'est un jeu sorti le 19 mars 2026, édité par le studio Pearl Abyss, qui pour l'histoire a sorti, le seul vrai jeu qu'ils ont sorti c'est Black Desert Online, ce qui donne beaucoup d'indications sur la suite de mes explications. Black Desert Online c'est un MMO qui est très populaire, coréen, donc je vais pas trop revenir dessus parce que je pense que les gens qui ont joué à Black Desert Online vont pouvoir relier des points par eux-mêmes. Mais du coup Crimson Desert c'est un monde ouvert gigantesque, médiéval, à l'action très exigeante, une exploration qui est cruciale dans le gameplay. Vous savez c'est ces jeux où il y a des points partout sur la carte et qu'il faut aller explorer. Et quand je dis gigantesque, la map est vraiment gigantesque. Pourquoi ce jeu fait autant parler? Ben, en fait, c'est pour sa pluralité d'activités qu'on peut y retourner. Juste comme ça, sans vous donner plus de détails, je vais énoncer quelques activités qu'on peut y faire et vous allez comprendre un petit peu le délire. À la volée, on peut faire de la course de chevaux, du tir à l'arc, des prises de camp, du pugilat, des duels de boss, un système de combat poussé, des criminels à rechercher, de la construction de camp, du poker, des arbres sociaux, de l'artisanat, de la gestion de mercenaires, des énigmes, des temples, du parcours, du commerce, de la pêche, du minage, du bûcheronnage, et on peut même passer le balai, creuser avec une pelle, bêcher la terre et planter des choses avec un maillet. Vous voyez un petit peu que ça part un peu dans tous les sens. Et de mon côté, moi, quelqu'un qui me décrit ça, ça m'active 60 red flags. Parce qu'effectivement, c'est le monde ouvert où qui pullule de trucs inutiles à faire et où on s'ennuie. Personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'attire pas trop. La question qui fâche, c'est est-ce qu'il y a des tours à grimper? Non, il n'y a pas de tour à grimper. C'est la seule chose qui n'est pas cochée. Avant de rentrer un petit peu plus loin, je vais juste faire un disclaimer rapide parce que c'est un petit peu l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, je sais, on va en parler quand même. Il y a pas mal de problèmes vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de l'IA générative. Personnellement, je vais pas me poser sur la question parce que je suis pas un expert. Je ne sais pas à quel point ça impacte la vie des développeurs. Donc je ne me prononcerai pas, juste je vous le dis, voilà. Allez vous renseigner si ça vous intéresse. Maintenant que j'ai objectivement présenté le jeu, je vais émettre un avis. Le jeu est un agglomérat de tout ce qu'on peut retrouver dans vraiment le monde ouvert à la Ubisoft. Mais il y a une énorme différence. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est que c'est pas une carte où on met des choses au hasard pour remplir la carte. C'est que c'est un jeu organique. Tout ce bordel que j'ai cité plus haut est cohérent et logique dans l'univers. Alors, on n'est pas non plus sur un Kingdom Come Deliverance où justement l'expérience est faite pour être logique et vraiment un RPG médiéval comme on peut retrouver. Je vais vous donner un petit exemple de situation que j'ai personnellement vécu pour que vous compreniez ce que je veux dire. Un jour, j'ai lancé le jeu et je me suis dit, mon épée est pas top, faudrait que je m'achète une nouvelle épée. Mais l'épée que j'ai trouvée qui m'intéresse, elle coûte un rein. Donc je suis parti à la recherche d'un criminel qui vaut 30 pièces d'argent, ce qui est pile ce qu'il fallait pour acheter mon épée. Et sur le chemin, j'ai vu un petit lac avec des saumons qui sautillent dedans. Je me suis dit, ça vaut super cher les saumons, je vais pêcher quelques saumons, ça pourra m'aider. Je pêche des saumons, et puis là je me dis, mince, mon inventaire est quasiment vide, donc je prends mon cheval et je vais au marché. Sur le chemin, je me suis fait agresser par des bandits, je les tue bien évidemment, et ils avaient en fait un esclave, c'est des bandits esclavagistes. Cet esclave me parle et m'explique qu'il est apiculteur et qui, en échange d'un pot de miel, j'ai juste à le raccompagner chez lui. Donc bien entendu j'y vais, j'accompagne l'apiculteur chez lui, et en arrivant chez lui, qu'est-ce que je vois? Il y a un tournoi de pugilat. Moi je suis un bagarreur, j'y participe. Et m'en mets plein les poches. J'ouvre mes menus pour voir combien d'argent je me suis fait, et je vois que mes mercenaires ont fini leur travail et qu'il faut que je retourne à la base pour leur donner une nouvelle tâche. Donc je me téléporte, et une fois que j'arrive là-bas, qu'est-ce que je vois? Il y a le chef du camp qui me parle pour me dire qu'il a retrouvé d'autres de mes camarades. Donc je vais les aider. Et comme ça, je récupère plus de main d'œuvre. Et à la fin de toute cette histoire, il est 1h du matin, je commence à 7h le lendemain. Et quand j'ouvre mon inventaire, je comprends pas pourquoi j'ai 10 saumons, pourquoi j'ai un personnage qui me suit, pourquoi j'ai un avis de recherche dans ma main, et je regarde mon épée et je me dis, tiens, faut que je change mon épée demain.
Perso, je trouve que c'est vachement un point positif. Ça ressemble vachement à la boucle de gameplay de Breath of the Wild. Dès que tu vois quelque chose que ce soit dans ton angle mort ou pas, tu vas le voir parce que c'est quelque chose qui va t'attirer l'œil directement. Donc c'est vachement plaisant, je trouve, un gameplay comme ça. Moi qui n'ai pas touché à Crimson Desert et qui suis pas informé. Exactement. Et ce qui marche très bien pour moi, c'est que ils ont bien fait tous ces gameplays. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure, il y a de la pêche, on peut passer le balai, etc. En fait, tout est organique dans l'univers et tout est intéressant à faire. Ce qui fait qu'en fait, tu lances ton jeu, t'as un objectif vague, mais t'as aucune idée de vraiment ce que tu vas faire, parce que t'as des quêtes quand même, t'as des quêtes principales. Et pour le coup, les quêtes, elles sont un peu débiles. C'est vraiment, t'as un point sur la carte, tu vas ce point sur la carte, tu fais ce qu'on te demande de faire et c'est terminé. Mais en fait, le truc qui rend ça super bien, c'est que pendant que tu fais ta quête, bah tu spots du regard. Tiens, il y a un camp d'esclavagistes, faudra que j'aille voir ce que c'est. Oh, il y a des minerais ici, faut peut-être que j'aille voir un petit peu ce qui se passe. Et en fait, les parties que j'ai faites, j'ai environ 40 heures de jeu, les parties que j'ai faites n'avaient à chaque fois aucun rapport les unes avec les autres parce que, en fait, si tu te laisses porter et que tu n'es pas comme un robot à dire je fais ça, et ben, tes sessions, il y a aucune routine. Tu fais toujours des trucs différents, t'es toujours en train de faire quelque chose et c'est vraiment grisant. Autre point, quand je vous dis que la map est gigantesque, figurait peut-être une map d'un jeu précis, genre un GTA ou un truc comme ça. Vous avez pas idée à quel point la map est gigantesque. Elle est vraiment gigantesque. Pour vous dire, j'ai quasiment platiné Hernon, qui est la ville de base du jeu, en me disant, bah c'est un jeu super, mais c'est bizarre, l'histoire elle avance pas des masses. Bah en fait, tout ça m'a pris 40 heures. Et une fois que j'avais bien tout fait en 40 heures, je me suis dit, j'arrive à la fin du jeu. Et là, c'était la map du tuto. C'était juste la map du tuto. La map s'est ouverte, elle a triplé de volume. J'ai mis 40 heures à finir le tuto du jeu. Pour vous dire un petit peu le délire du jeu, là. Je n'imagine pas la quantité de travail que ça a donné. Je vous laisse regarder, messieurs, mes notes. Mais dessus, j'ai mis quelques petites photos pour que vous voyez la gueule que ça a. Sur la première image, on voit vachement la map. C'est possible de la désactiver ou pas? Parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer justement en se laissant porter comme ça. Ouais, t'as tout est désactivable dans les options. Justement, moi, ce que tu décris, cette boucle, voilà, on se laisse porter, etc. Je sais que mon ennemi ultime quand je joue à ce genre de jeu, c'est vraiment avoir 50 000 boussoles, le HUD qui me dit, ah, voilà, fais ça, il y a une quête, etc. En fait, je trouve que ça gâche complètement l'intérêt du jeu. Typiquement, dans The Witcher, je trouve qu'avoir tout le HUD activé, ça gâche tellement le jeu. C'est tellement mieux de se laisser porter en disant, ah, je dois aller là-bas, j'ouvre ma carte, voilà, et je dis, ok, on repère les points de repère, en fait, parce qu'on regarde vraiment du coup autour de nous. Et sur ce genre de jeu, moi je trouve ça assez sympa de me dire justement je dois aller raccompagner l'apiculteur, j'ouvre ma carte, je dis ok, faut que je traverse la rivière, ok elle est où la rivière quand je reviens sur le jeu. Je trouve ça tellement plus immersif et les HUD envahissants pour moi c'est l'ennemi, donc hein, c'est un peu la question que je me pose ici, est-ce que c'est un énième jeu avec voilà une boussole, une carte, 50 000 marqueurs de quête etc partout, parce que ça pour le coup moi je trouve que ça casse complètement le délire. Alors pour le coup la carte est assez bien faite. En fait, la plupart, tu ne vois vraiment précisément sur ta carte que ce que tu décides d'afficher. C'est-à-dire que si t'as une quête en cours et que tu choisis de suivre cette quête, et ben la quête s'affiche, le point de ta quête s'affiche sur la carte, mais t'as pas 60 marqueurs partout sur la carte. En fait, t'as des filtres sur ta carte. Tu peux mettre le filtre quête en cours. Tu peux mettre le filtre environnement. Si tu veux juste te promener, voir des trucs sans avoir d'informations, tu mets le filtre environnement et du coup ça t'affiche rien d'autre que l'environnement sur ta carte. Tu peux mettre le filtre quête où tu vois toutes les quêtes justement. Ouais, donc c'est paramétrable quoi. C'est ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, c'est le cas pour certaines quêtes, pas toutes, parce que les quêtes secondaires un peu random, c'est pas le cas. Mais quand tu fais par exemple un avis de recherche, si tu suis l'avis de recherche, ça te marque où le mec est à peu près sur la carte et ensuite tu trouves le mec. Mais aussi, tu peux dire, tu lis l'affiche, l'avis de recherche que tu peux lire et dans lequel tu as des infos de, il a été vu en dernière fois aux alentours de tel endroit. Il te donne un nom de l'endroit, il te dit il ressemble à ça, il a tel âge, il fait tel truc, et là tu peux te démerder. Donc en fait c'est vraiment à la carte. Maintenant je te le dis honnêtement, si tu fais ça, bonne chance, t'en as pour 500 heures pour finir le jeu. Ouais mais après t'es pas obligé de tout faire en fait, c'est ça le truc, c'est que sur ce genre de jeu aussi, ce qu'il faut, enfin faut pas avoir peur, enfin faut pas craindre la FOMO en fait, hein. C'est que oui, le but c'est pas ça en fait, c'est de vivre des aventures genre. Je vais y revenir, mais là, tu touches à un point essentiel du jeu, justement. Alors, par contre, ce qu'il faut pas mentir, c'est que l'histoire, elle est très lente et elle met énormément de temps à être intéressante. Parce que là où j'en suis dans le jeu, quand j'ai fini le tuto, l'histoire, elle était vraiment boring au possible. Et ça devient seulement intéressant là où j'en suis après 40 heures de jeu, donc c'est un peu long. Et surtout, les animations des personnages hors combat, elles sont goofy au possible. T'as l'impression de voir des Looney Tunes ou un truc comme ça, c'est affreux. En fait, le jeu est beau,
Mes animations, les gens ils font des énormes gestes de bras, ils sautent par terre quand ils parlent. Enfin vraiment, c'est hyper goofy. Et du coup, on n'y croit pas forcément. Alors moi j'ai une question parce que typiquement sur ce genre de jeu, alors moi ça me fait beaucoup penser à Skyrim, hein, forcément. Tu me dis histoire un peu médiocre, techniquement C'est l'idée. Ouais. techniquement pas toujours à la pointe. Par contre monde immense avec plein de choses à faire, etc. Et du coup moi la question qui me taraude c'est support de modding ou pas? Parce que c'est clairement ça en général qui fait que ces jeux deviennent mythiques. Hein. Alors possible, j'en sais rien. Je pense que oui. Même si en vérité, ça va être compliqué parce que le jeu est sorti pas que sur Steam. Moi, j'y joue sur PS5 par exemple. D'ailleurs, j'y reviendrai après sur la question technique. Mais possible. Je crois pas que les développeurs en aient parlé. Mais ce qui moi me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de ce jeu, c'est que je donne un exemple simple. Mais typiquement, je vais m'appuyer sur Breath of the Wild parce que dans la fonction, c'est un petit peu les mêmes jeux. Dans l'idée où t'as un monde ouvert avec des trucs qui fulminent partout. Ce qui va être capital, c'est la navigation dans cet univers pour aller d'un point A à un point B. Et vous connaissez les gamers, quand il y a de la navigation, ils trouvent toujours des bugs ou des trucs comme ça pour aller plus vite dans la navigation. Le problème étant que dans la plupart des sociétés de jeux vidéo, ils vont soit ignorer ce bug, soit si t'es Nintendo, tu vas patcher tous les bugs et ça rend l'exploration imbuvable parce que ils trouvent des méthodes pour le speedrun, etc., qui au final sont patchés le lendemain. Ce qui est un peu chiant. Et ben là, Crimson Desert, ils ont une approche différente, ce qui me donne à l'idée que, à mon avis, le modding va être mis en avant. C'est que, je donne un exemple rapide. Les gamers ont trouvé une méthode de déplacement où en fait la technique c'est qu'ils sautent, ils mettent un coup des stocks vers l'avant et ensuite ils déploient leurs ailes. Et en fait, ça leur donne une vitesse de malade mental qui était clairement un bug et pas prévu par les développeurs. Et ben les développeurs, ils ont vu ça sur Twitter et 3 jours après, ils se sont dit, bah tu sais quoi? Le bug est super marrant, mais par contre, il est super moche à faire, parce que visuellement, c'est goofy, etc. Et ben, on lui fait une animation à ce bug. On lui fait une animation jolie, propre, pour que il soit plaisant à utiliser. Et moi, c'est ce genre de truc où je me dis, ah ouais, là, ça, c'est une bête d'idée, parce que, en fait, tu donnes vie à un truc que la communauté a créé, et tu te dis pas, c'est un bug, je retire. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'essence du modding. Donc, à mon avis, ils vont laisser le modding faire comme il faut. Pour revenir au jeu en lui-même, le système de combat est une singerie. C'est n'importe quoi dans le bon sens. C'est-à-dire que tu peux littéralement faire ce que tu veux de ton personnage. T'as des mecs qui essayent de devenir des catcheurs et qui se combattent uniquement à main nue contre des mecs avec des haches, des marteaux, des trucs de fou, et il y a une quantité de moves que tu peux débloquer dans ton arbre qui est ridicule. Tu peux faire des RKO, tu peux faire des coups de pied sautés, tu peux sauter au-dessus des mecs et leur mettre un coup de poing dans le fion, littéralement. Tu peux tout faire, et chaque arme a son propre gameplay, et en fait, ton arbre de compétences te permet de tout changer de A à Z. Donc vraiment, c'est hyper grisant quand tu commences à maîtriser. Tu peux enchaîner un coup d'épée à deux mains, à gauche, t'envoies l'ennemi à l'autre bout de la map, puis tu le charges avec un coup de pied retourné. Derrière toi, t'as un mec qui t'attaque, donc tu switches sur l'épée et le bouclier pour parer son attaque et riposter. C'est grisant, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec le système de combat. Surtout que l'exemple type de situation, c'est que t'es en train de prendre un fort tout seul. T'as 75 personnes, donc c'est pas en mode ils sont sympas, ils attendent d'attaquer un par un, ils t'attaquent tous en même temps, et tu dois du coup maîtriser tes esquives, tes attaques, te soigner, etc. C'est quand tu es deep dans le jeu, c'est trop plaisant, et je pense que c'est typiquement le genre de jeu, un peu comme Breath of the Wild encore une fois, où quand tu vois des mecs, des Coréens faire des combos de malades avec les armes, ça va être trop plaisant à regarder. Donc vraiment, c'est le pied. Pour résumer mon expérience sur le jeu global, si le jeu vous tente, vaguement sans plus, n'y allez pas. Ça sert à rien. C'est un jeu qui demande, il faut pas prendre à la légère, c'est un jeu qui demande énormément d'investissement, parce que, à titre indicatif, si vous allez tout droit, en ligne droite, la quête principale, vous en avez pour environ 50 d'heures. Si vous papillonnez un tout petit peu, vous en avez minimum pour 200 heures. Et si vous voulez 100%, il y en a pour 400-500 heures. Et honnêtement, aller tout droit en ligne droite le jeu, ça n'a aucun intérêt. Donc, partez du principe que si vous voulez faire le jeu, ça va vous prendre entre 1 à 6 mois selon votre rythme, parce que c'est un jeu gargantuesque, et que, j'en ai vaguement parlé, mais chaque heure, depuis le début, j'ai débloqué une feature qui va approfondir les systèmes. Que ce soit en pêche, que ce soit en combat, que ce soit en exploration. À chaque fois, toutes les heures, je débloquais un petit truc. Pour vous dire, à 40 heures, j'ai débloqué le barbeur. Voilà, c'est random. Toutes les heures, tu débloques un truc.
Et si tu donnes pas à fond dans le jeu, tu vas pas kiffer. Donc c'est inutile. Honnêtement, si je vous ai hypé avec ma chronique, achetez-le. Mais si vous êtes ouais, vite fait, sans plus, n'y allez pas parce que c'est un jeu qui demande de l'investissement et de se mettre corps et âme dans le jeu pour kiffer. Donc voilà, c'était mon avis sur Crimson Desert. J'ai adoré, mais c'est pas pour tout le monde. Et je crois qu'il est déjà bien temps de passer aux prédictions. Donc dans la dernière émission, on avait proposé 3 prédictions que Amos va vous rappeler. Alors, petit compteur des prédictions. En premier lieu, mon énorme flop. Crimson Desert sera un flop commercial et critique. On en a déjà parlé. C'est raté parce qu'il a 85, il me semble, sur Metacritic et qui s'est vendu à déjà 3 millions la première semaine. Donc, bye bye, je suis un clown. On va voir si ce sera le cas pour Thomas qui nous a prophétisé que le prochain Pokémon sera une masterclass. Et Shulk que le prochain personnage sera Gotti. On en reparlera, pas tout de suite, mais on en reparlera. Quand on aura des infos. Exactement. Bon, et ben moi je me lance pour cette émission avec ma prédiction sortie de mes cartons. Pour tous mes frères fans de JRPG, je vous apporte enfin la lumière puisque je pense qu'un gros RPG sera annoncé avant cet été pour la Switch 2. Parce qu'actuellement, il y a que le prochain Fire Emblem comme grosse exclu JRPG annoncé sur Switch 2. Et je sens bien un nouveau jeu Monolith Soft qui sortirait en fin d'année ou l'année prochaine. Enfin, je suis sûrement un peu délu parce que j'espère du fond de mon cœur que ça va arriver, mais en vrai, en termes de calendrier, ça pourrait être cohérent. Et surtout, c'est un des publics historiques de Nintendo qu'il faut aller chercher. Parce que pour beaucoup, et j'en fais partie, on n'est pas encore passé à la caisse pour la Switch 2, parce qu'il n'y a pas vraiment d'exclus très alléchantes. Donc le public de JRPG a faim, Nintendo, nourrissez-nous. Ok, intéressant. Monolith Soft. Monolith Soft, hein, le studio préféré de Thomas, justement, mais on en reparlera. J'aime bien l'idée. Bah, je vais enchaîner. Je vais pas parler d'un jeu Nintendo. Le fanboy Nintendo que je suis je suis un traître à la patrie. Je t'ai pris ta place aujourd'hui. Je vais parler de Pragmata. Un jeu qui est censé sortir dans quelques jours, le 17 avril si je ne me trompe pas. Le jeu était censé sortir à la base en 2022 et a fait que d'être repoussé. Et donc là on en fait une date, 17 avril. Pour moi, le jeu va être un banger en termes d'histoire, etc. Du Capcom quoi. Mais en termes de gameplay va être assommant au possible. Donc je pense que le jeu va être très très bien accueilli par la critique, mais très peu vendu à cause de ça. Mouille-toi une note métacritique là. Dis-nous tout. Note métacritique, par les utilisateurs, je pense qu'ils vont sortir un 65, un truc comme ça. Genre une, entre guillemets, mauvaise note. Ah ouais, parce que 65 c'est gigabas. Hein. À 65 c'est nul hein. C'est gigabas, mais justement, je trouve que, au vu des visuels qu'on a eu, le gameplay a l'air assommant au possible. Leur système de snake pendant les combats, oh, bonne nuit. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus parce que le jeu a l'air hyper bien en termes d'histoire, mais le gameplay, ça a l'air d'être lourd, mais lourd. On verra. Nostradamus va peut-être parler. Et moi, je vais faire des malheureux, malheureusement, mais je vais parler de GTA 6. Pour moi, GTA 6 en 2026, on oublie, c'est impossible. 0% de chance. Il va être encore repoussé, et si on l'a en 2027, on a de la chance. Ceux qui laissent la porte grande ouverte pour Persona Gotti. Oui, bon, il est toujours pas annoncé ton jeu, donc... Non, par contre, Hot Tech, alors ce serait pas ma prédiction, mais s'il y a pas d'autres grosses cartouches, Crimson Desert Gotti, moi ça me va. Hein. Je pense vraiment qu'il y a moyen. Ah, on est qu'en avril. On est qu'en avril, certes. Allez, maintenant, installez-vous confortablement, puisqu'aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui nous touche tous, ce que certains considèrent comme le boss final pour tous les gamers, tapis au fond de nos disques durs ou de nos étagères, le backlog. Mais avant d'entrer dans le dur, je veux qu'on soit honnête entre nous. Perso, j'ai une légère tendance à l'accumulation en démat avec les plus de 300 jeux qui m'attendent dans ma bibliothèque Steam. Mais vous, à combien vous estimez la taille de vos backlogs respectifs ? Je vais commencer, je pense environ, parce que moi je les ai triés par ordre d'importance, que des jeux que je possède déjà et que je dois faire, je dois en avoir une cinquantaine, que je possède déjà et que je peux faire mais bien plus tard, je dois en avoir au moins une centaine, et que j'ai pas encore, je dois aussi en avoir une bonne cinquantaine. Et pour ma part, j'ai une réponse précise. Parce que justement, j'en parlerai la fois prochaine, mais j'avais prévu de parler de backlog aussi, mais l'agenda nous a dit différemment. Parce que je suis allé à la quête l'année dernière d'aller au bout de mon backlog. Pour le record de l'année dernière, j'avais plus de 120 jeux. J'en ai à mon compteur actuellement 47 jeux dans mon backlog. J'ai tout ce qu'il faut pour les traquer, donc je peux vous le dire précisément. J'en parlerai l'émission prochaine de ma méthodologie pour battre le backlog, donc restez branchés pour la prochaine émission, mais pour le moment, parlons du backlog via Thomas, mais j'en suis du coup à 47. Et oui, parce qu'il y a une continuité scénaristique entre les épisodes du Tour de Table. Bien sûr, on est sérieux. Bon, pour certains, je pense que rien qu'entendre ces chiffres, ça vous terrifie, mais n'allons pas trop vite.
Déjà, pour qu'on s'accorde tous, faut définir le terme. À la base, au XVIIe siècle, un backlog, c'était littéralement la grosse bûche qu'on mettait au fond du feu pour qu'il brûle toute la nuit. Et oui, vous dormirez moins bête ce soir. Dans notre jargon, c'est devenu une accumulation de jeux qu'on possède mais qu'on n'a pas encore commencé ou qu'on n'a pas encore fini. En gros, c'est des jeux qu'on se garde pour plus tard. Vous aviez la ref ? Ah, je l'avais pas. Je l'avais pas non plus. Je suis pas assez vieux. Et le truc encore plus chiant, c'est qu'en 2026, la définition du backlog, elle devient floue. Parce qu'il y a les jeux services comme Diablo 4, World of Warcraft ou même Valorant qui ont fait leur apparition. Enfin, ils ont fait leur apparition il y a quelques années déjà. En fait, on finit plus vraiment un jeu. On fait juste une pause avant la prochaine grosse extension ou la prochaine grosse saison. Du coup, est-ce qu'un jeu fini à 100% sort vraiment du backlog s'il reçoit une mise à jour majeure 2 mois plus tard ? Typiquement, moi j'ai eu le cas. Récemment, j'ai platiné Palworld, puis il a reçu 2 grosses mises à jour. Alors, est-ce que je l'ai vraiment terminé ? Est-ce qu'il est vraiment sorti de mon backlog ? Maintenant, c'est dur à dire. Alors je sais que patiner des jeux c'est pas vraiment votre truc, mais c'est quoi votre avis sur la question ? Comment vous considérez les jeux services dans cette notion de backlog ? Est-ce que justement vous devez essayer un jeu service ? Est-ce que vous considérez qu'ils font vraiment partie de votre backlog ? Personnellement, je dirais que non. League of Legends ne fait pas partie d'un backlog, par exemple. Mais certains jeux qu'on pourrait considérer comme service, comme tu l'as dit, Palworld, par exemple, je pense qu'on peut le remettre dans un backlog, parce que vu que je te harcèle déjà, vu que t'as pas tous les succès sur le jeu, oui. J'ai plus tous les succès sur le jeu. Tu n'as plus tous les succès sur le jeu, mais aussi vu que c'est un jeu entre guillemets solo, pour moi le jeu à un moment aura atteint une forme finale. Donc là oui, le jeu tu pourras le terminer théoriquement. C'est vraiment les jeux vraiment services comme Valorant, League of Legends, Fortnite qui sont considérés pour moi comme des jeux qui ne peuvent pas être terminés. Ouais, mais quid du cas par exemple, je prends un exemple qui me parle, Total War Warhammer, c'est une série de jeux qui reçoit des extensions, des mises à jour, des DLC depuis presque 10 ans maintenant. J'y ai passé des milliers d'heures, mais est-ce que quelqu'un qui l'aurait essayé à 3-4 ans, on peut dire qu'il a pas joué au jeu maintenant, en prenant en compte tout ce qui a été ajouté depuis ? Alors moi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice parce que cette question exacte, je me la suis déjà posée il y a 1 an et que j'ai beaucoup potassé à la question justement parce que ça me traumatisait mon backlog et je voulais absolument avancer. Donc, je vais pas en rentrer dans les détails pour pas spoiler ma chronique de la prochaine émission. Mais pour moi, un jeu, tu l'as fini quand t'as décidé que tu l'avais fini. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tu peux pas décider que t'as fini Valorant, donc tu mets pas Valorant dans ton backlog déjà de base. Mais si tu penses avoir fait le tour de Palworld et que tu sais que tu y retourneras pas, et tu le retires de ton backlog. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une notion personnelle. Chacun a sa définition. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont fini le jeu en ayant fait le tour au bout de 10 heures alors que le jeu fait 200 heures. Des gens qui veulent platiner à 100% le jeu. Des gens qui vont juste à la fin de l'histoire. Chacun sa définition. Et pour moi, c'est un backlog, c'est quelque chose d'un petit peu personnel. Donc si tu dis que en 5 heures t'as vu Hollow Knight, moi ça me va, chacun sa manière de faire. Et puis de toute façon, moi je vais même plus loin là-dessus, même un jeu service, si vous considérez que vous l'avez fini au bout d'un moment, alors moi je prends l'exemple de League of Legends, j'y ai passé des années et des années, quand je suis passé Master une énième fois, j'ai décidé que c'est bon, c'était stop, j'avais plus rien à en tirer, je considère que j'ai fait le tour du jeu, et même si le jeu il continue d'évoluer pendant 10 ans, j'y vois plus trop d'intérêt de m'y investir à fond. Pour terminer sur ce point, je voudrais juste parler justement des DLC. Vu que c'est du contenu additionnel, pour moi je les compte pas dans le jeu de base, donc tu peux techniquement dire que t'as terminé le jeu, mais vu que les DLC sont du contenu ajouté, je les compte pas. Je pense notamment au DLC de Hollow Knight. Tu vois, t'as fait Hollow Knight à l'époque, c'est du contenu ajouté, qui est entre guillemets secondaire. Pour moi ça compte pas dans j'ai terminé le jeu. Personnellement, moi j'ai un avis un petit peu différent là-dessus. En fait, les backlogs, je les compte comme un autre jeu dans mon... les DLC, je les compte comme un autre jeu dans mon backlog. Je dis que j'ai terminé Hollow Knight, j'ai pas fait le DLC, et le DLC est dans mon backlog, si je compte le faire en tout cas. Et je reviendrai peut-être un jour pour faire juste le DLC par exemple. Ok. Bon, creusons un petit peu cette idée de backlog, pourquoi ça apparaît déjà ? En fait, en général, on est victime d'un système qui est hyper bien huilé, entre les soldes Steam hyper nombreuses qui nous font briller les yeux, les bundles où tu achètes un jeu pour en avoir 10, ou les abonnements comme le Game Pass, en fait, de nos jours, remplir sa bibliothèque n'a jamais été aussi simple. Et sans même parler de l'émulation, même si c'est pas moi qui vous en ai parlé. Et ceci, même quand on considère que certains gros éditeurs, eux, rendent l'accès à leurs jeux de plus en plus compliqué. N'est-ce pas Nintendo ? Alors on aurait tendance à dire que c'est bien, chacun peut avoir accès à des jeux pour pas trop cher et les faire au fur et à mesure. Je vois pas en quoi moins cher ça pousserait à plus d'accumulation, mais ça serait bien vite oublier le phénomène de FOMO, qui veut dire, Amos ? Fear of Missing Out. Alors dis-nous un petit peu ce que c'est la FOMO, on t'écoute. Alors le FOMO, c'est comme la traduction littérale veut dire, c'est la peur de manquer des choses. Donc c'est quelque chose qui a été popularisé par les gachas et par les Battle Pass. Donc en fait, c'était tout simplement, il y a du contenu qui est valable que 2 semaines. Si tu joues pas, t'auras pas ce contenu et il reviendra plus jamais. C'est exactement ça.
Et en fait, malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à acheter un jeu parce que c'est l'affaire du siècle, ou que c'est un jeu à tester absolument, même s'il nous fait pas vraiment envie. Et en fait, on compte pas forcément y jouer demain en général. Donc en fait, plus qu'un souci d'organisation, le backlog, c'est souvent lié justement à ces achats compulsifs. En fait, on va chercher ce petit pic de dopamine à l'achat, et sauf qu'en fait, cette satisfaction, elle s'évapore dès que le jeu est téléchargé, et on n'a pas vraiment envie de le jouer. On finit par collectionner les icônes dans la bibliothèque Steam, plutôt que des expériences de jeu, en fait. De votre côté, vous êtes plutôt victime de ça ? Je l'étais, mais ça me touche plus trop maintenant parce que je sais que j'ai beaucoup trop de jeux à faire et j'ai réussi à me calmer sur ce point, surtout à cause des gros JRPG qui prennent 100 heures à faire. À mort Dragon Quest. On se sait. J'ai le même rapport aux choses. J'ai encore une fois l'année dernière, je me suis posé toutes ces questions et avant j'étais un acheteur compulsif. Littéralement, pour vous deux qui me connaissez, vous savez que fut un temps ma liste de sous Steam c'était littéralement une bible. Il y avait 150 jeux dedans et dès qu'il y avait un jeu en promo, une grosse promo, je l'achetais sans réfléchir. Mais je suis revenu un petit peu de ça. Continue énormément à éplucher les stores Steam, mais c'est juste par passion du jeu vidéo en fait, parce que j'aime bien savoir ce qui sort, etc. De toute manière, en général, quand on lance un nouveau jeu multi, c'est parce que j'ai épluché pendant des années des stores Steam et que je vous sors des jeux qui sortent de nulle part. Mais j'achète plus tellement en fait, parce que pour moi, j'arrive à différencier un jeu que je ferai un jour de source sûre et un jeu que je ferai sûrement pas. Et du coup, j'achète que les jeux que je ferai de source sûre un jour pour plein de raisons. Donc, je suis bien sorti de ça également. Alors là, on traite évidemment que l'aspect économique. C'est vrai que c'est embêtant d'avoir cet achat compulsif si on roule pas sur l'or. Mais en plus de ça, le backlog, ça peut vraiment représenter une charge mentale pour certains. Ce qui est un peu chiant parce que là où on devrait ressentir de l'excitation, parce que finalement c'est vrai que le gaming c'est censé être un plaisir à la base, bah en fait on ressent du stress, voire de la culpabilité face à tous ces jeux qu'on n'a pas essayé. Alors que Twitter nous rabâche qu'on devrait y avoir joué. Et quand on essaye de finalement se lancer, bah on tombe dans la paralysie. On passe 20 minutes à scroller sa bibliothèque et à se demander quel jeu on devrait jouer avant quel autre. Et au final, c'est tellement plus simple de relancer une 15e partie de LoL. Pire encore, certains vont souffrir de ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. On se force à finir un jeu qui nous ennuie parce qu'on l'a payé. Et c'est encore pire quand on l'a justement acheté sur un coup de tête. Parce qu'avouer qu'on n'a pas aimé le jeu, bah ce serait remettre en question une décision débile qu'on avait eue il y a 5 ans pendant les soldes. Alors personnellement, ce phénomène, j'en suis assez épargné parce que j'ai tendance, quand j'aime pas un jeu, à le laisser tomber sans aucune culpabilité. De votre côté, les gars, est-ce que vous vous forcez à avancer? Est-ce que vous avez des règles? Est-ce que vous vous dites j'y joue 10, 15 heures avant de décider d'arrêter ou pas? Comment ça marche pour vous? Bah moi, je me suis imposé les règles, j'en reviens à mon périple d'il y a un an. Je me suis imposé des règles très précises. Je joue au jeu tant qu'il m'intéresse et la seule règle que je me pose, c'est que quand je lâche un jeu, je me dis pas « Oh, je reviendrai l'année prochaine ». Non, quand je lâche un jeu, je n'y retournerai jamais de ma vie. Je sais déjà que si je sors un jeu de mon backlog, c'est parce que le jeu ne m'intéresse pas et j'y rejouerai pas. Donc, en général, j'arrive à jauger moi-même de dire, j'ai joué assez d'heures, je peux me faire un avis. Est-ce que je finis ce jeu ou est-ce que je lâche ce jeu? Et une fois que c'est fait, je reviens jamais sur ma décision. Donc, pour le coup, ce phénomène, personnellement, ne m'atteint pas trop. Et quant à moi, j'ai une règle très simple. Si le jeu me donne un minimum de bonheur à jouer, j'adore critiquer Elden Ring par exemple, mais le jeu me donnait un minimum de plaisir à jouer, donc je savais qu'un jour je devais le finir. Contrairement à cet horrible Blasphemous 1 que j'ai lâchement abandonné car je n'ai pris aucun plaisir pendant 2h30. Lui, je n'ai eu aucune peine de l'abandonner. Non, moi je suis un peu partagé entre vos deux opinions, puisque en fait j'ai eu tendance pendant des années à être du côté d'Amos, à me dire bah dès que le jeu me saoule, je le lâche. Mais vous le savez, je suis un grand fan de JRPG, et le problème c'est que pour les JRPG, bah parfois, si on se force pas, on prend pas de plaisir. Et il va falloir se forcer 10, 20, 30 heures, n'est-ce pas Trails, avant de commencer à prendre du plaisir. Et je sais que, bah typiquement c'est un exemple parfait, la série des Trails, c'est l'une des séries qui m'a apporté le plus de satisfaction dans ma carrière de gamer. Et en fait, j'ai failli lâcher le premier jeu de la licence, Trails in the Sky, en 4 heures. Parce que j'y voyais pas d'intérêt. Je me suis forcé par je ne sais quelle magie vaudou, et au final, à la fin de la 30e heure, quand le générique a commencé à défiler, je me suis dit mais quelle masterclass. Donc maintenant, j'essaie de faire très attention, je réfléchis vraiment à fond à savoir si je lâche ou pas un jeu quand j'y prends plus de plaisir. Donc je suis beaucoup plus tolérant avec les jeux qu'à une certaine époque. Parce que la méthode Amos m'a un peu desservi dans le passé. C'est vrai que la méthode Amos... Bon alors, comment on s'en sort de ce backlog? Certains sont devenus, comme Amos, des maniaques de l'organisation, et il y a aujourd'hui plein d'outils hyper sympas comme Backlog ou GameTrack qui permettent de traquer ses statistiques et de synchroniser les bibliothèques de différents supports pour y voir plus clair et tenter de combattre le backlog. Je crois que toi tu utilises certains de ces outils, Amos?
Exactement, moi personnellement j'utilise, alors directement ça va vous surprendre, mais How Long to Beat, qui est un outil directement là-dedans, qui rassemble plein de choses au même endroit, qui permet effectivement de automatiquement de traquer tous les jeux que tu possèdes sur toutes tes plateformes, savoir l'avancée, le nombre d'heures que tu y as mis, etc. Bon, je reviendrai la prochaine émission pour vous dire un petit peu, vous présenter différents outils, comment on s'en sert, etc. Alors il y a aussi des méthodes beaucoup plus radicales, hein. Il y a certaines personnes prônent le tri sélectif en quelque sorte. Concrètement, ils ne gardent que quelques jeux dans leur bibliothèque Steam ou leur bibliothèque physique. On parle de curated collecting dans la langue de Shakespeare, c'est assez à la mode en fait. Ou encore la règle des 3 jeux, n'avoir que 3 jeux installés en même temps, avec un jeu confort, un jeu long, un jeu un peu immersif. L'idée c'est d'éviter de s'éparpiller et de combattre petit à petit son backlog. Reste encore à ne pas trop l'accumuler au fur et à mesure du temps. J'utilise aussi personnellement la règle des 3. J'ai en général un jeu service, un jeu sur console et un jeu sur PC, et je jongle entre les 3. Donc je pense que je suis passé par le même rite initiatique sans le vouloir que la plupart des gens, effectivement. Shulking, toi t'as des règles que tu t'imposes? Moi, j'ai une règle, c'est j'ai une catégorie Steam jeu à faire, à finir. Tant qu'elle est pas vide, je ne rajoute pas de jeu dedans. Ah ouais, bah si je faisais ça, je serais pas dans la merde, parce que j'en ai 215 dans cette liste-là, moi. Ah oui, non mais moi j'ai trié les jeux qu'il y a dedans. Il y en a d'autres qui ne sont pas dedans et qui doivent aussi être faits. Pour un peu de contexte, en plus, on a une manière de faire un petit peu particulière, nous 3, c'est parce que tout simplement on a notre seconde émission, le Focus, qui nous impose de faire des jeux une fois par mois. Et du coup, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai une liste Focus sur Steam, et je bombarde tous les jeux qu'on a à faire là-dedans. Et je les fais un par un, etc. Donc là, par contre, oui, j'ai une gestion du backlog différente vis-à-vis de ce jour-là. J'ai littéralement 2 listes Steam. Focus jeu à faire, focus jeu terminé. Alors moi, c'est d'autant plus le cas que maintenant, la plupart des jeux que je fais, j'en traite en vidéo. Donc il faut vraiment que je sois organisé, parce que j'ai mon planning qui est prêt des mois à l'avance sur les vidéos que je vais sortir. Donc vraiment, j'ai pas le droit de m'éparpiller sur les jeux. Typiquement, on a eu quelques incidents avec la sortie de Trails Beyond the Horizon, que j'ai pas traité en vidéo, mais que j'ai fait de façon compulsive dès sa sortie. Donc ça m'a posé des soucis et j'ai dû un petit peu réfléchir à ma méthode pour vraiment être organisé. Je fais les jeux dans un ordre bien précis et j'essaie de pas trop m'éparpiller. Et alors, pour conclure cette notion de backlog, moi la vraie question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est réellement un problème? On nous répète qu'il faut absolument vider son backlog, mais au fond, personne nous oblige à tout consommer. Moi, je vois ça un petit peu comme une bonne cave à vin ou une bonne bibliothèque. On n'est pas censé tout boire ou tout lire d'un coup, ou même dans l'absolu. Personnellement, moi, je vais vous le dire, je suis complètement à l'aise avec l'idée d'avoir un backlog immense, rempli de jeux que pour certains je ne ferai jamais. Je vois ma bibliothèque non pas comme une to-do list très stressante, mais vraiment comme un stockage personnel. Je rentre, je prends ce qui me fait envie, et je suis très content de la voir grandir avec tout un tas de jeux que j'ai envie d'essayer. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais en tout cas, grâce à elle, ça fait une belle durée que mon backlog, c'est plus vraiment un souci à mes yeux. Ce qui est déjà pas mal. Et c'est l'heure du coup de la deuxième interlude de la carte blanche. Chacun notre tour, on va vous faire une petite recommandation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce qu'on a envie de vous recommander? Et je demanderai du coup à Amos, qu'est-ce que tu peux nous recommander toi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors si vous êtes des auditeurs vraiment convaincus de l'émission, vous savez très bien ce que je suis en train de faire. Je me bute à 2 choses qui prennent tout mon temps. Crimson Desert, parce que le jeu, faut bien l'avancer, parce qu'on a des jeux à faire à côté, et que moi, je lâcherai pas ce jeu. Donc il faut avancer, tu vois. Et quand je suis lassé, c'est The Spire, hein. On en a parlé le mois dernier. C'est The Spire. On n'arrête pas, on boucle les deux, on alterne. Ma vie est faite de cartes et d'épées en ce moment. C'est vraiment, c'est mon quotidien, quoi. Et toi, Thomas, tu joues à quoi en ce moment? Moi, en ce moment, j'ai vraiment la tête dans le guidon pour me faire, comme je le disais, plein de jeux pour mes vidéos. Mais ma petite recommandation du moment, c'est SSX3. Alors, c'est pas tout jeune, hein, mais je vous le recommande du fond de mon cœur parce qu'il est toujours aussi bien que dans mes souvenirs. C'est un jeu que je prends trop de plaisir à redécouvrir. Je sais que Amos, toi aussi, t'as grandi avec ce jeu. Donc, si t'as le temps de t'y replonger, je te jure qu'il est aussi bien qu'à l'époque. Oui, parce que pour l'anecdote, Thomas et moi sommes frères, donc on a joué à peu près au même jeu quand on était jeunes. Et effectivement, SSX, on s'est bien buté, hein. On s'est bien envoyé sur le jeu. Et la nostalgie ne l'a pas amélioré, vraiment, il est toujours aussi bien qu'à l'époque. Bon, parfait. Sinon, à part ça, je me suis lancé sur le platine de Final Fantasy V récemment, qui est aussi très sympa. Je découvre également God of War, qu'on traitera très prochainement dans un focus, et je compte me lancer dans le courant de la semaine prochaine, si j'ai le temps, sur 2 autres grosses découvertes. Premièrement, la trilogie Gagar de la série des Legend of Heroes, qui est rien de moins que l'ancêtre de la série des Trails, que vous savez que j'adore du fond de mon cœur.
Alors, grand respect, mais c'est quoi ce nom, par contre? J'ai jamais entendu de ma vie. Ouais, c'est un peu pourrave, ouais. Mais je peux pas encore le défendre, je ne connais pas, j'y ai pas joué. Donc peut-être que c'est nul, donc peut-être que tu peux le critiquer, mais... On en reparlera peut-être, hein, on sait pas, peut-être la chronique, hein, sur Gagarp, hein, on sait pas, hein. Peut-être. Et je me prépare également à me lancer dans le premier épisode de Zelda, donc sur NES. C'est quelque chose que je repousse depuis des mois, mais qui me fait vraiment trop envie. J'ai vraiment envie de me lancer dans la licence Zelda. Bref, plein de belles choses en perspective, et je kiffe vraiment beaucoup découvrir tout ça. En fait, pour rien vous cacher, c'est un peu de renouveau pour moi de découvrir des jeux depuis que je crée du contenu autour de ces jeux. Parce qu'en fait, en creusant les contextes de développement des jeux, les idées derrière les jeux, les inspirations, etc., bah ça me fait vraiment plus apprécier les découvertes. Donc c'est vraiment top. Shulk, de ton côté, qu'est-ce que tu découvres en ce moment? Et bah, à part les quelques heures de plus que j'ai mis dans Metroid Prime 4 dont j'avais parlé la dernière fois, j'ai beaucoup trop joué à Métaphore. Quel gâchis, je vais à Metroid Prime 4 quand tu pourras jouer à Métaphore, non mais sérieusement. Bah, Sérieusement. ouais, les bons 70 heures dans Métaphore, oh là là, que du plaisir en tant Ah la vache. que fanboy d'Atlus. Je suis très heureux. Et franchement, Métaphore m'a pris quasiment tout mon temps, donc je n'ai quasiment pas joué à autre chose que ça. Ouais, mais admets-le, il te l'a rendu ton temps. Ah bah largement, très largement. Merci, on est deux enjoyers, on se sait. Quand on était sur Discord entre amis et qu'on me proposait un LoL, je disais je ne peux pas, j'ai Métaphore. Bonne décision. Donc, très heureux. Et ça, c'est le meilleur choix que tu aies pu faire. Et pour ceux qui aiment les jeux multi, si, on a un tout petit peu joué à Molralvos, qui a l'air très court, mais très sympa. C'est un petit jeu où tu tiens ta boutique et tu dois faire chier tes potes. Masterclass, Voilà. c'est vrai qu'on s'est bien amusé. Donc j'ai parlé de mon fanboyisme Nintendo, de mon côté fanboy d'Atlus. Donc je vais vous parler de mon premier coup de cœur, c'est-à-dire les mangas. Et donc je vais vous parler des jeux vidéo tirés de mangas. Petit disclaimer, je ne parlerai pas de l'inverse. Donc les mangas tirés de jeux vidéo, je n'en parlerai pas. Dommage pour mon Inazuma Eleven, fort dans mon cœur. On n'en parlera pas aujourd'hui. Mais du coup, avant de parler plus en profondeur des jeux spécifiques, les jeux vidéo tirés de manga, à quoi ça sert? Un jeu vidéo tiré de manga, ça sert avant tout... Au pognon! Exactement, à faire vendre à faire vendre les mangas. Donc l'animé, etc. C'est également fait pour ça. Tout est fait pour faire vendre le manga. Donc on a énormément de jeux qui sont là uniquement pour le pognon et donc inintéressants. Et deuxième petit disclaimer, je ne parlerai pas non plus des jeux mobiles parce que c'est pas des jeux entre guillemets intéressants. Il y a rien à faire dessus quasiment. Oh Au l'autre. revoir à tous mes gachas. On ne parlera pas de mes gachas. Moi j'ai eu Sangoku Super Saiyan bleu SSR, donc me parle mieux. On ne parlera pas des jeux qui ne sont pas arrivés en Occident. Donc tous les jeux qui sont restés bloqués au Japon, bonne soirée à vous. Et on ne parlera pas non plus des collabs. Donc tous les jeux qui font une petite collab avec un manga au hasard, bonne nuit à eux, parce que ce n'est pas des jeux tirés de manga, c'est juste une collab. Donc, avant tout, vous ne regardez pas tant de mangas animés que ça. On est bien d'accord. Moi, j'en regarde beaucoup, mais je ne lis pas de manga. Je regarde pas mal de... En général, quand je suis au taf, ma pause du midi, c'est un petit épisode d'animé, en général. Mais est-ce que vous pouvez me citer un ou deux jeux manga que vous avez forcément fait quand vous étiez plus jeune? Ah bah il y en a un qui va revenir, je pense, pour nous deux. Parce qu'il y en a un sur lequel on s'est buté quand on était petit. Oui, oui. Et je parle évidemment... Du Budokai Tenkaichi. Je parle évidemment de Budokai Tenkaichi. C'est exactement ce que j'attendais, parce que la grosse majorité des jeux tirés de manga viennent des shonen, donc les mangas pour jeunes enfants, garçons, je précise. Et donc, on a énormément, et même c'est la grosse catégorie des jeux tirés de manga, de jeux de combat, des Arena Fighter. Donc, on a les Tenkaichi et les Budokai, Tenkaichi Budokai et Budokai, les Naruto Ninja Storm évidemment, mais depuis, la quasi-globalité des jeux qui sont sortis, que ce soit dans les années 2010 et 2020, que ce soit JoJo's Bizarre Adventure, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, c'est quasiment que des jeux de combat. Donc, très répétitif quand même, on a quasiment que ça. À chaque nouvelle sortie, par exemple le jeu Demon Slayer, on se dit quoi, ça va être la même chose. C'est un peu redondant pour les fans de manga comme moi, mais évidemment, on n'a pas eu que des Arena Fighter, et tant mieux. On a aussi eu quelques RPG, JRPG. Let's go! One Piece Odyssey, hein. One Piece, je crois, oui. Les jeux One Piece, on a particulièrement des Musou, donc également très répétitifs, mais on en a quelques-uns aussi qui sont intéressants, comme One Piece Odyssey, qui était très répétitif, mais ça reste un RPG. Pas très bon, mais au moins original. Pas très bon, mais légèrement original, parce qu'en plus récemment, on a eu un jeu qui est un RPG,
et qui est tiré du manga The Seven Deadly Sins. Ah oui, c'est vrai, mais c'est un Genshin Impact, quoi, globalement, c'est pas... Exactement, j'y ai joué parce que c'est fait par un studio qui a fait de très bons jeux, comme le jeu Solo Leveling, et c'est littéralement un reskin de Genshin Impact. Ouais. J'ai été extrêmement déçu quand j'ai vu ça. Donc Thomas, si tu as adoré Genshin Impact, tu ne peux que faire le jeu. J'ai adoré Genshin Impact. C'est faux, j'y ai jamais joué. Un peu moins connu et sorti il y a quelques années, les jeux Sword Art Online. Ah, ils ont bonne presse, eux. Les anciens ont extrêmement bonne presse et c'est vraiment les jeux de cœur. À l'époque, je les tabassais sur PS3. Les plus récents ont des presses un peu plus négatives, même s'il y a un MMO, je crois, qui est sorti entre temps. Pareil, avec une presse assez médiocre. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a un jeu sur Internet qui a été annoncé il y a pas longtemps, qui est assez ambitieux, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un jeu sur Dark Tunnel assez ambitieux, mais est-ce qu'il va pas flop comme tous les jeux qu'on a depuis presque 10 ans? Je ne sais pas. Pour rester dans le monde de Dragon Ball avec vos Tenkaichi Budokai, on a les Xenoverse qui sont d'excellents RPG. Surtout le 2 qui a une excellente presse. Pareil, c'est un de mes jeux de cœur. Le jeu est sorti il y a un peu plus de 10 ans, il me semble. Et il a toujours des DLC aujourd'hui, ce qui est assez dingue. Bon, les DLC sont là juste pour sortir les 2 nouveaux persos qui viennent de l'anime Dragon Ball Super, mais ils sont quand même là. Mais on va parler d'autres choses encore que les RPG et les jeux de combat. Est-ce que vous avez d'autres jeux qui sont dans d'autres styles, notamment toi Pierre, je sais qu'il y en a qui font partie de ton cœur, qui sont dans d'autres styles de jeux, et qui sont tirés de manga? Eh bien oui, j'en connais 2 personnellement, dont un que tu m'as imposé, malgré moi, donc je tairai le nom puisqu'on en parlera dans un focus futur. Mais le jeu que moi je vais le plus parler, le plus défendre, même si il est assez goofy et un peu mal fini, c'est le jeu Attack on Titan Wings of Freedom, puisque Attack on Titan est mon œuvre de culture préférée, tous médias confondus. Et le jeu rend très bien hommage à la première saison de l'Attaque des Titans, puisque on a un vrai feeling de se déplacer avec l'équipement tridimensionnel entre les arbres, etc. Donc c'est ultra grisant, même si le jeu est un peu mal fini et un peu buggé. Mais j'ai énormément d'attache à ce jeu. C'est d'ailleurs le seul jeu de ma vie que j'ai speedrun. C'était très très agréable. Toi Thomas, il y a un jeu que t'aimerais parler? Eh ben, j'en connais absolument aucun. Je ne consomme pas particulièrement de manga, donc autant dire que je suis pas la cible. Mais ouais, à part les grosses sorties, One Piece Odyssey, j'en ai entendu parler forcément parce que je suis fan de JRPG. Maintenant, j'en connais pas d'autres un peu plus niche. Hein. Alors là, tu me mens. Parce que ensemble, on a joué à un MOBA Dragon Ball. Ah oui, pardon, je l'avais même oublié, dis-toi, tellement c'était oubliable. Oh, l'ulti de Sangoku, là, my dream. On avait une petite duo Boo Sangoku, on était inarrêtables. Donc ça fait au moins un style un peu différent. On a également des jeux de foot, donc notamment grâce à Captain Tsubasa. Il y a un 2 d'ailleurs qui est prévu cette année, et qui sont d'excellents jeux en plus de ça, bien mieux que FIFA. Pas compliqué. Donc j'ai parlé du MMO SAO. On a également un Battle Royale sur My Hero Academia, qui est certes une purge, et qui est sorti évidemment pendant que c'était le buzz. Mais et on a également un jeu à gameplay asymétrique, vachement dans le style Dead by Daylight, également autour de Dragon Ball. On a certes quasiment toujours que des jeux de combat, quelques RPG par-ci par-là qui sont entre guillemets plaisants, mais on est plutôt sur une tendance positive parce que ces quelques dernières années, on a eu quand même des gameplays différents qui arrivent petit à petit, un MMO, un jeu SNK, 2 jeux SNK qui ressemblent vachement en termes de gameplay à leur animé, donc c'est vachement positif, même si bon, ils sont sortis déjà il y a quelques années. Un MOBA, un jeu à gameplay asymétrique, un MMO. Pour moi, on est plutôt sur une pente montante. On a de plus en plus de jeux qui sont entre guillemets plaisants, même si on a toujours les purges comme le Seven Deadly Sins qui est juste un Genshin Impact-like. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'on est plus sur une pente positive, négative pour les jeux vidéo manga? Alors, à mon sens, je pense que ça tend à s'améliorer, et pour une raison simple. Les machines Afrique, c'est pas les jeux solo qui vont sortir, ça va plutôt être les gachas qui, pour le coup, eux, sont des machines Afrique. Du coup, ils ont pas le choix s'ils veulent se démarquer vu la quantité de jeux qui sortent. Ils doivent faire des jeux de qualité. Parce qu'en fait, un jeu médiocre, vu la quantité de jeux qu'il y a, ça fera pas découvrir ton manga à des nouveaux arrivants. Il faut faire un jeu balèze, fort, puissant, pour qu'il soit suffisamment bien pour que ça perce ce monde des fans de manga.
pour que quelqu'un comme Thomas qui a lu très peu de mangas et a regardé très peu d'animés s'intéresse à un jeu, il faut que ce soit un jeu excellent en tout point. Et donc du coup pour moi ça va tendre à s'améliorer parce que le manga c'est déjà quelque chose de très connu, de très diffusé. Donc s'ils veulent percer cette cage de le manga c'est pour les enfants, et ben il faut faire des productions qui sont balèzes, qui sont fortes. Et s'ils veulent des petites machines à fric, ils font un énième gacha qui marchera très bien et qui va se vendre à l'appel, et ça sera très bien. Donc ils ont plus besoin de ça, je pense. Ouais, je pense que de manière générale, on est un peu sorti de l'ère où on faisait des jeux spin-off de n'importe quel manga, n'importe quelle œuvre culturelle en fait. Hein. Maintenant, effectivement, c'est les jeux mobiles qui vont être la cible de ça. Alors après, les gamers jeux mobiles, je sais pas si on attend que ça, ils peuvent être déçus de ça, mais Moi aussi, il y en a plus que des gamers normales. j'imagine. Et Mais en tout cas, pour nous autres joueurs de jeux solo, bah ça va plutôt s'améliorer effectivement parce que c'est beaucoup moins intéressant maintenant de sortir un jeu solo qu'un jeu mobile si tu veux juste faire de la thune. pour l'info, effectivement, les jeux mobiles, c'est en termes de volume de marché, c'est bien plus important que le gaming console et PC, parce qu'en fait, il y a deux grosses zones du monde qui n'ont pas accès ou très peu aux consoles et PC. Il y a dans un premier lieu l'Afrique, où la plupart des gens ont un téléphone portable, mais n'ont pas les moyens de s'acheter une console et un PC, étant donné que en fait, ces biens sont axés sur l'économie occidentale. Et du coup, ça coûte extrêmement cher via une monnaie en Afrique de s'acheter un PC ou une console. Et du coup, la plupart font du gaming sur mobile. Et ça a été également le cas de la Chine, où la plupart des gens n'ont pas de console, pas de PC, mais uniquement un téléphone. Donc c'est pour ça que c'est des marchés immenses qu'il faut vraiment pas négliger. C'est juste que nous, en Europe, on n'est pas trop mobile. Effectivement, il y a pas mal de gens qui sont sur téléphone, mais c'est un moins gros marché que dans le reste du monde. Mais il y a quand même des énormes marchés, parce que pour le coup, l'Afrique et la Chine, en termes de volume, c'est balèze quand même. Donc c'est des marchés qu'il faut pas sous-estimer. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'on est sur une pente plutôt positive. Je vais juste rajouter un petit peu de sel en tant que fan de manga. J'ai l'impression que c'est vachement plus les mangas moins mainstream. Donc, ça reste connu, hein, les Sword Art Online, les Captain Tsubasa, qui vont avoir le droit à des bons jeux, entre guillemets. Il y a qu'à voir les dernières sorties de My Hero Academia, qui est extrêmement big. Ils sont pas terribles, les derniers jeux. Alors que les jeux Captain Tsubasa, ils sont très corrects. Les jeux Sword Art Online sont souvent bons. Et les jeux Dragon Ball, il y en a tellement que forcément, il y a des bons et des purges. Il faut pas négliger le fait que ça reste uniquement et seulement des produits publicitaires, et que du coup, bah, fatalement, même s'il faut que ce soit excellent pour que ça marche, bah, en fait, un jeu médiocre, ça marche aussi, parce que ça va parler ça va faire parler d'un univers, c'est littéralement à quoi tendent les jeux liés à des mangas, c'est de faire parler de l'œuvre. Donc bah malheureusement un jeu médiocre le fait également, le moins bien certes, mais le fait également. Donc effectivement tout n'est pas rose, mais je pense quand même que tout tend à s'améliorer, et il y a fort à parier que d'ici quelques années on aura un gros hit en termes de qualité et en termes de production tiré d'une œuvre de la littérature japonaise, parce que justement c'est ce qui manque pour propulser un manga dans une autre dimension, quoi. Et je crois qu'avec ces belles phrases, eh ben, tu conclus assez bien la séquence de Shulking. Ce qui nous amène à la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous rappelle que vous pouvez également sur Spotify nous mettre un 5 étoiles, comme le dirait Amos. Ça nous aiderait grandement à se faire plus connaître, et aussi pour voir que vous avez apprécié l'émission. Et on a également le focus sur Death Door. Effectivement, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, et on a la prochaine émission sur Hollow Knight qui devait arriver dans 2 semaines environ. Donc n'hésitez pas à nous suivre assidûment et à vous abonner. Et dans tous les cas, on vous dit à la prochaine. Allez, la bise. La bise, salut. Bye bye.